après un petit moment d'absence, nous revoilà effectivement avec nos émissions Rencontres des auteurs francophones. On a eu un petit souci il y a 15 jours et puis on avait perdu Véro Dalla, mais on l'a retrouvée. Donc, je suis ravie, vraiment, vraiment ravie de la recevoir aujourd'hui. Donc, exceptionnellement, je suis à Miami, moi. C'est un direct Miami-New York. Je suis à Miami parce qu'il y a 2 signatures cette semaine. Et donc, je vous raconterai ça, mais c'est un autre sujet. Voilà. Véro Dalla, je suis ravie de vous recevoir. On se connaît depuis de longues années maintenant. J'ai connu l'artiste. Et puis là, je suis ravie d'accueillir l'artiste, mais aussi l'écrivain, parce qu'on en parlera, mais ce très, très beau livre qui se met effectivement sur votre table de chevet ou sur votre table du salon plutôt, et bien dans ce beau livre, il y a plein de jolies choses que vous avez écrites, on en parlera, donc c'est à la fois la plume et l'artiste visuel que je reçois aujourd'hui. Alors, vous savez, les nouveaux formats habituellement sont des formats où je reçois 2 ou 3 auteurs, et j'ai cherché qui je pouvais mettre en face de Véro Dalla. Et je ne l'ai pas trouvée parce que finalement, elle est assez atypique dans le réseau Rencontre des auteurs francophones. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui partageait et son parcours et ses idées. Donc, c'est pas grave. C'est Véro Dalla, notre unique invitée aujourd'hui. J'en suis ravie. Alors, donc, je disais, donc, c'est pas seulement un livre d'art. Hein. Je vais vous montrer quelques pages et puis je vous invite après à aller sur le site. Il y a quelques pages en démonstration. C'est un livre lourd. C'est un très, très beau livre. Moi, c'est des livres que j'aime feuilleter le soir, bien blotti dans mon canapé. C'est un livre qui appelle à la réflexion, je trouve, à l'introspection. Et il y a autant à lire qu'à voir, à réfléchir. On va en parler. J'aimerais d'abord qu'on parle de votre parcours, Véro Dalla. Vous écrivez, vous le dites, donc ce n'est pas un secret que vous avez eu un parcours assez difficile, un parcours de vie assez difficile, une enfance difficile aussi puisque vous avez été malade jeune. Est-ce que de cette première épreuve, très jeune, vous avez déjà mis en branle toute une réflexion sur le sens de la vie? Bonjour Sandrine, déjà, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, enfin, dès le départ, en réalité, ça a commencé à l'âge de 10 ans, où j'ai fait l'expérience de la mort imminente, juste avant une opération très importante. Et forcément, ça a changé beaucoup de choses. Alors, même s'il m'a fallu des années et des années pour le reconnaître, j'ai mis très longtemps pour le reconnaître. Dès le départ, ça a changé ma perspective sur la vie. Sur la vie et sur l'être humain. Oui, c'est intéressant parce que c'est rarement à ces âges-là où ce sont les âges de l'insouciance qu'on se plonge dans une introspection de soi. Donc, vous êtes revenu de la mort à 10 ans, vous en parliez, mais malheureusement, la maladie vous a accompagné plus d'une fois dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, chaque combat, vous a donné des raisons supplémentaires de vouloir tenter de changer votre vision du monde et puis d'avancer pour vous et pour les autres. Tout à fait, parce que bon, c'était mon quotidien, ça l'est encore, mais à l'époque, c'était un quotidien qui était extrêmement violent. Les douleurs étaient insupportables. Donc forcément, à un moment donné, surtout à cet âge-là, vous vous posez la question, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Surtout dans nos cultures et dans nos religions. L'injustice. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc forcément, j'ai essayé de regarder, de comprendre, essayer de comprendre. Donc j'ai commencé par lire Freud, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, même si à l'époque, je mettais 6 mois pour lire une page. Mais ça m'a permis malgré tout de comprendre un peu plus le fonctionnement de l'être humain et ça m'a vraiment permis d'avancer. Et au fur et à mesure des événements liés à ma santé, hein, vous avez tout à fait raison, effectivement, à chaque fois, j'allais dans une étape peut-être un peu plus profonde ou plus profonde. Et finalement, ça continue. Mais ça vous a aussi poussé à faire pas mal de choses parce que moi, je trouve que vous avez un parcours vraiment incroyable. Vous venez de Bourgogne, hein, la région du vin, du bien manger aussi. Et puis à 19 ans, donc c'est très jeune aussi, 19 ans, vous vous associez à un chef et vous ouvrez un restaurant qui va connaître un magnifique succès parce qu'il va devenir un restaurant étoilé. Et c'est le succès, vous n'avez que 19 ans. Je veux dire,
je pense que ça aussi, cette maturité, c'est aussi ce que vous avez traversé enfant qui vous a permis de faire des choix peut-être plus rapides que d'autres. Oui, c'est sûr. Et puis j'avais une soif de vie qui était assez importante. Mais bon, c'est aussi la vie qui a mis sur mon chemin des événements ou des personnes qui ont fait que, bah oui, Alors, pourquoi je ne sais pas, parce qu'on dit souvent que c'est nous-mêmes qui faisons en sorte de faire les bonnes rencontres. Donc, on est ça, un peu acteur de ces rencontres. je suis entièrement d'accord. Mais avec le recul, c'était super jeune, super jeune. Et ça a été une incroyable aventure. Pourquoi l'aventure s'est arrêtée? Pourquoi ne pas l'avoir poursuivie? Enfin, si c'est pas indiscret. Je ne pourrais pas répondre complètement Ok. à la question, mais pas pour moi personnellement, c'est plus pour protéger mon ex-mari. Enfin, vis-à-vis de mon ex-mari, protéger, non, mais vis-à-vis de lui. Il a eu des problèmes qui ont fait que D'accord. ce n'est pas possible qu'on continue. Ok. Et j'imagine que c'est une expérience qui, même si aujourd'hui vous faites complètement autre chose, qui vous a énormément appris. On ne dirige Énorme. pas, enfin, on part pas dans une aventure aussi colossale que la restauration, parce que c'est pas les restaurateurs qui vont nous dire le contraire à 19 ans, c'est en apprendre un millier de choses pour conduire sa vie après. Ah oui, non, mais c'est certain, mais aussi l'étoile Michelin. Parce qu'on a eu l'étoile Michelin assez vite, j'avais 20 ans quand on a eu l'étoile Michelin. Euh, ça aussi, ça nous a beaucoup apporté, beaucoup. Alors, un stress forcément monstrueux, mais aussi, on a rencontré des gens extraordinaires. Et puis, l'attente des gens après avait changé. Enfin, il y a plein de choses qui ont évolué suite à cette étoile. Donc, c'était une sacrée aventure. Alors, c'est le moment où, en tout cas, c'est le moment qui fait la transition, où vous passez de Véronique à Véro Dalla, donc de cette vie Ah d'artiste. non, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Alors, mais moi voilà, je me suis attachée à ces deux périodes, mais j'imagine qu'effectivement, entre 20 ans et aujourd'hui, il y a eu encore une vie extrêmement intéressante, parce que ça fait 10 ans que vous êtes à New York. Ça fait 10 ans que je suis à New York et ça fait 15 ans que je fais de l'art. D'accord. Alors, moi, j'ai une première question qui m'a toujours interrogée. Je vous l'ai d'ailleurs jamais posée, je ne sais pas pourquoi, mais d'où vient Véro Dalla? Parce que le nom de mon ex-mari était Dalla Favera. Donc, je m'appelais Véronique Dalla Favera. Toulon, trop compliqué. Impossible. Donc, j'ai réduit Véro Dalla. Et puis, ça me va bien. Je trouve que Ça c'est... chante. Oui, oui. Et puis, c'est mon identité artistique et pour le coup, ça me va bien. Voilà. Alors, on le disait, vous êtes à New York depuis une dizaine d'années. On a l'impression que cette ville ne vous a plus quitté depuis, malgré quelques petits allers-retours en France, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle représente, cette ville, pour vous? Est-ce qu'elle vous insuffle quelque chose de particulier, en tout cas dans votre projet actuel? Ben, en réalité, je suis venue à New York la première fois suite à une sélection pour une exposition. C'était en juin 2010. Et quand je suis arrivée à New York, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie chez moi. Voilà, tout simplement. Et ça ne m'a jamais quitté. C'est mon village. Je sais pas comment le décrire, mais je me sens chez moi. Je me sens bien. Et ça c'est important. Et ça, Oui. c'est important pour, ne serait-ce que pour créer, il faut avoir un environnement qui vous porte. Donc, Mais pour mon art, donc oui, je me suis sentie chez moi, donc en tant qu'individu, New York était super important. Et j'ai eu le sentiment que New York pouvait m'apporter la possibilité d'aller au bout de mes projets artistiques. oui, et ça, c'est quelque chose que vous m'aviez déjà raconté quand on s'était rencontrés il y a 8 ou 9 ans. Et ça, je m'en souviens. Ouais. Vous aviez des belles ambitions, et j'imagine qu'on n'a pas ce genre d'ambition. Voilà, on a peut-être tous pas ce genre d'ambition. Alors peut-être pas, c'est pas la France, c'est peut-être juste rester chez soi et partir autre part. Je pense que partir autre part nous pousse à nous dépasser. Je pense que New Ah oui, York, pas New sûrement, York. sûrement. Mais aussi parce qu'ici, on a l'occasion de rencontrer des gens qui ont la possibilité de vous ouvrir des portes où en Bourgogne, ça aurait été quand même nettement plus compliqué, où il aurait fallu que j'aille à Paris. Mais bon, Mais ceci maintenant, étant, Paris n'aurait peut-être pas été simple non plus. voilà, exactement. Et puis, bon, beaucoup de ces projets n'ont pas encore vu le jour. Certains l'ont, d'autres sont en cours. Donc, mais de toute façon, Lely Von Lulu, à mon avis, c'est l'histoire d'une vie. Je vais travailler avec eux toute ma vie.
crois qu'il y a tellement à faire avec eux que, oui, c'est l'histoire d'une vie. Donc, alors on va revenir parce que si le livre s'appelle Live en... Comment vous le dites d'ailleurs à l'anglaise? oui, Live and Lulu. Bon, non, je dis Live and Lulu en français Oui, parce aussi. qu'on pourrait aussi, je trouve que c'est un nom qui se permet d'être prononcé finalement dans chacune de nos langues. Donc, c'est avant tout des petits personnages. Alors, on ne le voit pas très bien, mais ce sont des sculptures, des petits personnages qui sont extrêmement vivants, je trouve, quand on les côtoie. On a l'impression d'avoir des personnages qui vivent, qui sont vraiment vivants, qui transmettent des choses. Et je pense que c'est comme ça que vous avez voulu l'écrire. Alors, d'abord, qui sont ces petits personnages? En réalité, c'est nous, mais c'est l'être humain qu'on est avant d'être l'individu dans la société. Pour moi, personnellement, je fais la distinction entre l'être humain et l'individu. L'individu, c'est l'être humain qui est passé dans tous les filtres imposés par la société, qui vont être le genre, qui vont être la race, qui vont être la culture, la religion, la sexualité, peu importe. Donc, pour moi, ce sont des filtres. Et donc, le Live on Lulu, c'est l'être humain qu'on est à la base. Pur. Pur. Pur, peut-être dans le sens où je suis absolument convaincu que nous sommes tous connectés. Vraiment, tout et tout. Tous et tout. Donc, on a cette base en commun. Après, on en fait ce qu'on en veut selon les filtres qu'on va laisser transparaître, mais la base, elle est commune pour tout le monde. Et donc, les Live and Lulu viennent de là. Alors, pourquoi ce nom aussi? Parce qu'on le comprend un peu, mais d'abord, j'imagine que la base, c'est Lulu. Et puis, comment c'est construit le nom? Ben, je voulais un nom qui soit déjà unique et puis qui représente qui ils étaient. Donc, Liven, en anglais, Liven, c'est qui s'anime à la vie. Et Lulu, en français, c'est un nickname, je ne sais plus comment on dit en français, c'est un diminutif qu'on va donner autant à un homme qu'à une femme. Ou un animal. Ou un animal. J'avais un petit Lulu. Non, mais c'est vrai. Et j'avais une amie qui appelait mon ex-mari Lulu. Mais ma mère a une amie qu'on appelle Lulu. Enfin, voilà, c'est unisexe. Donc, Live on Lulu me paraissait complètement opportun. C'est rigolo qu'on en parle parce que je suis complètement absente des réseaux sociaux depuis un an. Et là, je reviens. Donc, je suis en train de préparer mon retour. Et je vais partager des petites histoires sur eux, sur moi, voilà, au fur et à mesure. Et donc, j'ai préparé l'histoire sur leur nom. Et je me souviens plus, j'avais trouvé un premier nom que j'avais trouvé génial, mais malheureusement, ma mémoire me fait défaut. Et Live on Lulu, c'était le second choix, parce que le premier que j'avais trouvé était déjà pris aux États-Unis à l'époque. Et donc, c'est Live on Lulu qui a été retenu. Voilà. Alors, je le disais, mais je le redis, parce que c'est vrai, je trouve que quand on est face à ces Live and Lulu, c'est plus qu'une pièce d'art. Ils sont très, très humains. Et on sent que vous avez envie de les humaniser au maximum. Ces petits, et c'est ce qu'on retrouve exactement dans ce livre. Alors, j'ai dit, il est en français, mais il est en anglais aussi. Oui. Donc, on peut faire un cadeau à ses amis américains, n'hésitons pas. Les Américains aussi adorent avoir des livres, encore peut-être même plus que nous dans leur salon, je trouve. J'en vois souvent beaucoup plus des livres d'art posés sur les tables basses, les coffee tables. Donc, il ne faut pas hésiter à commander ce livre aussi pour vos amis. C'est une très belle pièce. Et donc dans ce livre, effectivement, on a l'impression que ces petits personnages, ils s'adressent à nous. Vous les faites parler. Ils ont tellement de choses à dire. Complètement. Ils sont un porte-parole. Mais cette connexion que vous ressentez, la grande majorité des gens la ressentent aussi. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de visage, ils ont une forme qui est un peu qui n'est pas commune.
mais tout s'exprime dans leur mouvement. Et leurs mouvements, ce sont des émotions. Et en réalité, nous sommes faits que d'émotions. C'est bien là le problème. Pardon? C'est bien là le problème parfois. Un peu trop d'émotions. Ça, je suis désolée. Moi, j'aimerais savoir, Véro Dalla, vous auriez pu faire un livre d'art, tout simplement, avec des belles photos. Et vous avez cherché à aller plus loin qu'un catalogue. Vous avez cherché vraiment à ce qu'il y ait un sens dans l'écriture. D'ailleurs, je dois dire que, alors, difficile de le montrer, ça passe pas très bien, mais tout est écrit à la main. Oui, C'est je vous sais. qui écrivez. Donc, on va en parler. Il y a des citations que vous avez reprises et il y a beaucoup de citations qui sont les vôtres, qui sont Oui. des réflexions personnelles. J'aimerais juste revenir un peu sur la vie de Livan Lulu. Il est né quand, ce petit Livan Lulu? Il est né en France ou il est né ici? Alors, il est né en France. Il est né en 2009. C'est pour ça que la sortie du livre, je l'ai faite pour les 10 ans des Livres Lulu. C'est une bonne occasion aussi pour moi. Déjà, c'était la pandémie. Ensuite, mais il était en projet déjà. Il était dans la casserole depuis un moment. Et puis, c'était une occasion pour moi quand même de fêter leur anniversaire parce que ma vie a changé grâce à eux. J'ai appris énormément sur moi-même grâce à eux. Pourquoi? Parce que plus je les travaillais, plus je me posais des questions. Et effectivement, en réalité, ils sont un outil pour que je transmette ce que je pense, mes idées et mes philosophies. Donc, plus je les travaillais, plus j'allais profondément, puis plus je rencontrais de gens avec eux, plus ça me permettait de challenger un peu mes idées et puis ce que je voulais transmettre avec eux. Donc, effectivement, j'aurais pu faire qu'un simple catalogue, mais je n'en voyais pas trop l'intérêt. Par contre, d'apporter ma pierre à l'édifice pour aider au changement, à la prise de conscience, oui, ça pour moi, c'est super important. Oui, Super important. et c'est plutôt réussi. Je donnerai quelques petites quotes, quelques petites phrases tout à l'heure. Moi, je me souviens de Lulu en 2013, quand vous avez exposé à Test of France, Oui, en plein Bryant Park, je me souviens. à quelques encablures de Times Square. À l'époque, Livan Lulu évoluait avec d'autres travaux, comme les nuages. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une démarche créative unique? En réalité, je n'ai pas de projet de nouvelle installation, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Là, je suis en train de travailler sur le monde virtuel. Oula, Oui, vaste projet. ça, enfin, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc là, j'ai une expo avec un musée virtuel qui va ouvrir dans 3 semaines. Et puis j'ai d'autres projets, mais on en parlera peut-être un tout petit peu après. J'ai d'autres Mais projets dans le monde virtuel qui arrivent. Donc dans ma tête, j'ai pas de projet d'installation au sens propre comme les nuages, tout ce genre d'installation que j'ai fait à ce moment-là. Mais par contre, ça ne veut pas dire que j'en referai pas. Donc pour alors le moi, j'aimerais comprendre donc enfin, ces expositions virtuelles, enfin en tout cas ces expériences virtuelles. C'est quoi c'est faire partie d'un musée virtuel, mais c'est quoi de faire partie d'un musée virtuel? C'est quoi la démarche finalement? Alors, la démarche, c'est de donner la possibilité au public d'avoir l'expérience de l'art en 3 dimensions. Donc là, le musée virtuel, on va être capable de se promener dans le musée, de découvrir les œuvres. Alors, je crois qu'on est 12 artistes. Mais vous allez être capable de tourner autour des œuvres. Et bon, pour les sculptures, c'est génial parce que Ah, bien sûr. les photos de sculpture, c'est une chose, mais être capable de tourner autour de la sculpture, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, ça va surtout apporter ça. Le musée virtuel va apporter ça. Et puis, en plus, ils m'ont demandé aussi d'exposer mes dessins. Donc, Les dessins, c'est quoi? C'est les dessins, c'est les croquis de base non, alors, c'est non. pas sur les livres de Lulu, c'est toute ma série études. C'est très minimalistique, très japonisant, même si je ne comprends pas encore pourquoi On dit ça. il y a ce visuel japonisant, mais bon, il y a sûrement une raison, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, les dessins vont aussi être présents en très grande taille, et je trouve ça extraordinaire de les voir en grande taille.
On peut déjà annoncer les dates, on peut annoncer Alors, le site. j'ai eu la confirmation que ça sera ouvert à partir du 10 novembre. Donc, sur tous les réseaux sociaux, je partagerai l'adresse pour aller visiter. Et en plus, pour ceux qui ont la chance d'avoir un Oculus et un PC, ils vont être capables d'avoir l'expérience en virtual reality, réalité virtuelle. Génial. Ben, on partagera aussi, Ah oui, on oui. partagera largement parce que c'est une expérience différente, ni moins bien ni différente. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que la Covid nous a apporté au moins quelque chose de positif, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas, même si le rapport humain a changé, et parfois en moins bien, mais parfois aussi en bien. Et ça, je pense que C'est une la des... réalisation de quelque chose de positif. Ouais, tout à fait. Tout à Alors, fait. moi, j'ai une autre question sur les livres de Lulu. Les livres de Lulu, ils sont blancs. Enfin, au presque, j'ai trouvé un doré quand même dans le livre. Oui, Mais l'Ivan Lulu est toujours blanc. oui, et il le sera, il le restera. Enfin, Pourquoi? Toujours avec cette envie de faire passer une notion de pureté, de virginité, en tout cas. oui. Donc, j'ai essayé en couleur parce que des clients m'ont demandé de la couleur. Mais à part les dorés et les noirs, le reste, ils perdent de leur charisme, littéralement. Enfin, moi, ça ne me plaît pas du tout. Et j'ai plus l'impression d'avoir une représentation humaine, j'ai plus l'impression d'avoir un simple objet. Et ça me dérange. Donc, Mais c'est bien de vous entendre parce que malheureusement, dans le monde artistique aujourd'hui, parfois, les artistes répondent aux demandes et pas toujours à leurs envies. Donc, c'est bien de vous entendre et de dire non, moi, ça me plaît pas, donc je ne fais pas. Même si, alors, j'ai des idées de couleurs, mais qui vont être liées à un projet aussi qui me tient énormément à cœur, toujours avec Elie Van Muller, bien sûr. Mais la base restera blanche. Alors, Lulu voyage beaucoup parce qu'aujourd'hui, Lulu est présent dans 30 pays et dans de nombreuses collections privées. Bravo. Quel regard vous portez sur ces 10 ans de l'Ivan Lulu et puis sur ben, ce petit bilan positif aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 10 ans, vous auriez imaginé ça? Non, 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 c'était pas possible. Déjà, j'avais pas imaginé l'accueil du public. J'avais pas imaginé à quel point il pouvait toucher les gens profondément. J'avais pas réalisé ça au départ. Ça a été les premières expositions, mais j'étais bluffé. C'était incroyable. Et même moi, encore aujourd'hui, j'en ai fait plus de 800, uniques. Waouh, c'est énorme. Unique. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore moi aujourd'hui, quand je les regarde, j'éprouve encore des émotions à les regarder. Et pour moi, ça, c'est magique. C'est juste magique. Oui, c'est clair. Encore une fois, à une époque où tout se monnaie, c'est magique. Je trouve ça superbe et bravo. Alors, moi, il y a autre chose dans vos petits personnages, il y a la présence du coquelicot. Ah oui. Moi, je vais savoir ce qu'a été la symbolique du coquelicot pour vous. Est-ce que c'est le symbolique de renouveau, de nouvelle vie? Enfin, moi, j'adore les coquelicots, je suis une passionnée de coquelicots. Mais moi, j'avais beaucoup travaillé sur le coquelicot à l'époque du centenaire de la guerre, puisque ça a été Ouais. symboliquement pour les poilus enfin, une fleur importante. Est-ce que c'est aussi quelque part cette idée que la vie est plus forte que la mort? Pourquoi ce coquelicot? En réalité, j'ai une histoire très particulière avec un coquelicot. Et c'est grâce à ce coquelicot que je suis devenue artiste. À l'époque, donc, je travaillais à Beaune. C'était en 2006. Et j'habitais dans un tout petit village. Et tous les jours, je prenais ma voiture pour aller travailler. Et tous les jours, je traversais un autre petit village. Et un jour, j'ai été attirée par un coquelicot qui était dans une toute petite parcelle au milieu du village. Mais vraiment attirée. Et pendant 15 jours, aller-retour, je ne voyais que lui. C'était impressionnant. À un tel point, c'est que le matin, je me réveillais, la première chose auquel je pensais, c'était à lui. Donc, au bout de 15 jours, ça a commencé vraiment à me perturber quand même, parce que je trouvais ça... c'était vraiment surréel.
jusqu'au jour où je me suis arrêtée, puis je l'ai cueilli. En le cueillant, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi, comme si quelque chose cassait. Wow. Mais pas cassé d'une manière négative. Ah. Une résistance avait cassé. Je suis rentrée chez moi, je l'ai mis en forme en 3D et je ne me suis plus jamais arrêtée. C'est devenu, à partir de ce jour-là, ça a été jour et nuit pendant des années. C'est une très, très belle histoire, très, 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 très touchante. J'aime bien cette jolie symbolique. Donc ça, le coquelicot, c'est vraiment une histoire perso. Mais en même temps, j'ai découvert après que le coquelicot a une valeur inconsciente pour beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup. Alors, je ne pense pas que ça soit forcément que lié au fait que c'est le symbole des soldats morts après la Première Guerre mondiale. Mais effectivement, dans son esthétique et dans sa forme et dans tout ça, il représente tellement la fragilité dans la force dans la fragilité, la gaieté, l'amour, la résistance au vent qui est incroyable. Il ne supporte pas la chimie, donc dès que vous mettez de la chimie quelque part, il s'en va, vous arrêtez d'en remettre, il revient. Enfin voilà, il a plein de connotations particulièrement inconscientes pour la communauté, et donc du coup je trouve que c'est bien parce que ça véhicule, ouais. Ça véhicule de deux jolies valeurs qui vous ressemblent en tout cas, puisque dans ce livre vous évoquez beaucoup de choses. Vous évoquez aussi tout ce qui pervertit le monde. Vous parliez de toutes ces couches successives qui transforment l'humain en individu. Et vous parlez notamment du genre. Vous parlez de choses très actuelles finalement, hein, de ces gros débats de société qui nous agitent. Donc, le genre, le racisme, la religion aussi. Donc, oui. Vous parlez de ce qui divise finalement les hommes et les femmes, alors qu'on devrait tous être en train de se réunir et de faire en sorte que le monde soit plus beau. À chaque jour, sa division. J'imagine qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, alors que ce soit en Afghanistan, ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui se passe même en France, avec les débats de société très virulents et très agressifs, est-ce que quelque part, c'est aussi votre combat d'artiste d'essayer de porter la voix sur les sujets qui vous sont chers? Complètement. Alors, mais complètement. En réalité, l'idée du livre Lulu, quand elle est apparue il y a 14 ans maintenant, parce qu'il m'a fallu 2 ans pour trouver le dessin, c'était une idée intellectuelle. Je voulais créer un personnage où tout le monde, sans aucune exception, puisse se voir. Donc, je voulais un personnage universel. Donc, l'idée de base, oui, de toute manière, elle était de transmettre des choses plus, à mon sens, plus constructives, parce que toutes ces déviations sur le genre, la race, l'opinion des autres, tout ça, c'est toxique. C'est complètement toxique. Mais c'est rigolo, enfin c'est rigolo, non, pas vraiment, mais il y a 12 ans, quand j'ai commencé à les exposer et à expliquer leurs valeurs humanitaires, les gens m'écoutaient. Alors, ils étaient touchés par le côté visuel, mais quand je leur parlais du côté intellectuel et philosophique derrière, oui, bien sûr, forcément. Mais il n'y avait pas l'engouement qu'on va trouver aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tous ces sujets-là sont venus devant de la scène de la société, et donc du coup, maintenant, ah bah oui, forcément, bah oui, mais... Donc c'est assez... C'est assez rigolo l'évolution en 10-12 ans. Oui, c'est rigolo, mais c'est aussi plutôt positif finalement qu'il y ait une prise de conscience. Alors en espérant qu'elle ne soit pas trop tardive, mais qu'il y ait une prise de conscience. Et pas que des jeunes, on parle souvent de la prise de conscience des jeunes, mais je pense que c'est une prise de conscience générale. Ah oui, oui. Enfin, moi je suis d'accord, oui, il y a pas de... C'est complètement intergénérationnel, complètement. Donc, ce qui est bien. Avec des visions différentes comme sont les générations, ce qui n'est pas inintéressant. Ça ouvre débat. Alors, moi, je voudrais parler des autres aussi, parce que les autres sont très importants dans votre vie. Les vôtres d'abord, dont votre fils, bien sûr, mais aussi ceux qui vous ont aidé toutes ces dernières années à devenir vous, c'est ce que vous dites. Alors, la liste de remerciements, d'ailleurs, est très longue dans votre livre, mais elle est extrêmement touchante. Je l'ai raccourci parce que
Mais elle est extrêmement touchante et on ne lit jamais habituellement la liste des noms et des remerciements. Mais là, on la lit parce qu'il y a une petite phrase et un petit mot pour chacun. Vous ne faites pas que égrener des noms, mais vous expliquez à côté en quoi ces gens étaient importants pour vous. Et c'est pour ça qu'on s'y attache et c'est pour ça que ça nous touche aussi de découvrir ces inconnus qui vous ont aidé à être vous aujourd'hui. C'était essentiel, j'imagine, pour vous dire merci. Ah C'était oui, primordial. je deviens émotive là. Oui, bah oui, oui, parce que, mais oui, parce que c'est quand même, c'est Live Lulu, c'est quand même une sacrée aventure, pas toujours facile. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir, au fur et à mesure de mon chemin, d'avoir rencontré des gens incroyables qui m'ont apporté un support incroyable. Et Alors, c'est intéressant, Véronique, parce que vous parlez de support, vous parlez d'aide, etc. Mais votre livre est aussi un support, je trouve, parce que c'est quelque part toutes ces petites phrases, toutes ces annotations. C'est aussi pour nous un soutien. Je trouve qu'on a besoin d'une énergie positive pour avancer, parce que vous nous obligez à regarder, alors à nous regarder, à regarder le monde, à regarder notre société. Et je trouve que c'est aussi le message de votre livre, de nous obliger à faire cette introspection. Euh, j'ai l'impression que dans ce livre, c'était tout aussi important que de présenter les Leven Lulu. bien sûr, mais c'était même primordial. Et souvent, quand je signe une carte, oui, j'accueille les gens dans la bulle des Live Lulu, parce que j'ai eu le sentiment qu'en en prenant du temps à lire le livre et à lire toutes les citations, on rentrait dans un espace de bienveillance. De bienveillance tout en, comme vous dites, tout en permettant au lecteur d'aller se poser des questions, mais sans agressivité, sans reproche, tout en bienveillance, mais du coup de faire avancer les choses. Et ce que je me dis aussi, c'est que c'est un livre qui peut être très individuel, donc c'est une rencontre avec soi-même et les personnages et les citations, ou bien c'est un livre qu'on ouvre en famille ou entre amis, on prend une citation et on débat sur la citation. Et ça, cette idée-là me plaît. Parce que je me dis, tiens, ça peut, c'est des petites gouttes d'eau, hein, des petites gouttes d'eau, mais C'est les petits gouttes d'eau qui font les fleuves, hein. C'est bien exact. connu. Alors, vous nous en parliez tout au début, j'aimerais quand même revenir dessus. Vous parliez justement de la différence entre l'individu et l'être humain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un ajout, c'est un dernier paragraphe que vous avez ajouté dans ce livre, parce que vous l'avez trouvé essentiel au moment où vous l'avez mis. Euh, vous êtes levé un matin et vous avez dit, bon, le livre est fini. Non, il n'est pas fini. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui, mais en réalité, parce que je ne m'arrête jamais dans mes recherches, déjà parce que je challenge constamment mes, mes pensées et mes croyances, mais aussi parce que je continue de rechercher. Et bon, je m'intéresse un peu à tout ce qui est physique quantique et tout ça. Et donc, pendant la période où j'ai envoyé le livre et j'ai reçu l'épreuve, eh ben, j'ai fait la connaissance des écritures de Bohm et de Krishnamurti. Et je pense que j'ai des frissons. J'étais dans l'atelier en train de poncer et j'écoutais ces deux personnages incroyables discuter. Et d'un seul coup, Krishnamurti décrit ce qu'est un individu et ce qu'est un être humain, selon lui. Et ça m'a, mais j'ai des partout, ça m'a bluffé complètement parce que je me dis, c'est incroyable, c'est exactement ça. Donc, du coup, dès que l'épreuve est revenue, j'ai rajouté sur mon fichier donc une page parce que, en réalité, pour moi, c'était extraordinaire que quelqu'un comme lui, qui était un sage et un philosophe exceptionnel, euh, décrive la même chose en réalité. Et donc, j'étais bluffée, donc j'ai rajouté. Alors, vous parlez d'individus, d'êtres humains. Alors, moi, j'ai envie qu'on parle un peu de ceux qui ont travaillé avec vous, parce qu'ils sont Oui, importants, notamment pour les photos. oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Alors, en réalité, il y a 3 photographes différents
un qui a pris les premières photos il y a 12 ans maintenant. Enfin, Alors, je vais vous interrompre une seconde parce que quelque chose d'important à dire quand même aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans la prise de vue du tout. Je trouve qu'il y a une démarche extrêmement profonde derrière chaque photo, dont la photo que j'ai partagée aujourd'hui de cette mise en scène avec vos personnages. Il y a un vrai dialogue. Donc voilà, je pense que c'est important de parler de ceux qui vous ont aidé à mettre tout ça en place parce que le travail ah est oui, génial ah oui, derrière. ah oui, oui. Non, non, et puis c'est justement leur donner ce côté vivant, alors qu'en réalité, c'est un objet. Hein. Donc, donc, le premier photographe, c'était il y a 10-11 ans. Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom. Mais il m'avait vendu tous les droits des photos. Donc ça, c'est les photos les plus anciennes. C'est pour ça que certaines photos ne sont pas, en termes de qualité, le niveau qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais parce qu'il faut s'imaginer, c'était il y a 11 ans. Et que, voilà, à l'époque, c'était pas tout à fait la qualité n'était pas la même. Et plus récemment, April, qui est une photographe américaine de New York, qui a fait des photos incroyables sur fond blanc, que je trouve absolument géniales. Et il y a mon fils, qui est Oui, entre-temps devenu photographe, et qui me fait des photos incroyables. La photo que vous avez partagée aujourd'hui, c'est de mon fils. Et celle où je suis couché, pareil, avec un autre Livon Lulu, c'est lui. elles sont formidables. Ah oui, parce que on sent la connexion, on voit, Ah, mais c'est voit clair. la connexion. C'est clair, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi aujourd'hui ou cet après-midi, tout dépend où vous êtes. Alors donc j'aimerais revenir un peu donc sur ces phrases et ces citations euh, qui pour moi sont un peu la pensée qui est insufflée par Ivan Lulu. Alors il y a des phrases d'autres, comme celle d'Anaïs Nin ou de Picasso, des phrases fortes sur le sens de la vie justement. Et d'ailleurs, Ivan Lulu il vous cite Ivan Lulu, comme il cite les autres auteurs des citations présentes. Quelque part, quand on vous lit, vous êtes un peu l'invité et de l'Ivan Lulu et du livre. Mais c'est complètement ça en réalité, parce que pour être complètement honnête, je suis devenu l'outil des Livon Lulu. Je suis un outil. C'est-à-dire que même quand je les crée, bon, j'ai créé tout un protocole, et puis il arrive à un moment donné où c'est plus moi qui les fais. C'est eux qui me disent comment il doit être. Mais littéralement. Ils ne parlent pas, mais je les entends quand même. Et c'est eux qui me disent les positions qu'ils veulent. Et, et puis c'est eux je pense que pour le public, c'est quand même plus sympa si le message vient d'eux. C'est plus personnel. Et alors, toutes ces citations qu'on retrouve dans le livre, comment vous avez travaillé? Vous avez fait des recherches ou alors vous faites partie de ces gens qui ont des petits carnets, qui notent les choses au fur et à mesure et qui vont piocher dedans? Alors les deux, les deux. Mais je continue, je fais tout le temps ça. Dès qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, je prends des notes ou Et puis certains sujets que je voulais, parce que chaque citation correspond quand même à la photo qui va en face. Oui. Euh, donc certains livres lus où je savais que l'émotion était plus représentait plus quelque chose de particulier, j'allais faire les recherches pour trouver la bonne citation. Mais j'aime écrire des citations aussi. Mais je ne Alors oui, justement, alors j'étais en train J'en avais écrit beaucoup moi-même, mais je voulais pas qu'il y en ait trop de moi parce que c'est pas moi le sujet, c'était eux. Donc j'ai voulu essayer de faire la balance. Voilà. Oui, alors je vais en citer quelques-unes parmi mes préférées. La créativité est la médecine de mon cerveau. C'est très important dans votre vie. Il n'est jamais trop tard pour décider de sa vie. Alors ça, c'est quelque chose que je martèle à longueur d'année. La meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer. Je trouve ça, c'est magnifique. On devrait se le dire tous les matins en se levant, surtout qu'on n'a pas de morale. Bien sûr. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Bien sûr. Cette espèce d'effet de miroir, de la critique, très intéressant. Et puis, alors, celle qui parlera le plus à nos lecteurs aujourd'hui, 2 personnes n'ont jamais lu le même livre. C'est tellement vrai. C'est vrai. C'est vrai. Là, Alors, celle-ci, elle n'est pas de moi. Hein.
Et pas de vous celle-là? Non, non, Je l'ai piquée. Bon, alors voilà, j'ai fait un petit mix alors. oui, mais elle n'est pas de moi, celle-ci. Mais je la trouve tellement pertinente. Tout Mais à fait. c'est comme un livre Lulu, deux personnes ne vont pas voir la même chose dans le même livre Lulu. Oui, c'est le propre de l'art aussi, vous avez raison. C'est au travers de nos propres Alors, émotions. j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur New York. Alors, c'est notre ville à toutes les deux. Euh, Pourquoi vous avez choisi de venir à New York? Alors, c'était un hasard au début, Ouais, puisque vous avez été invité, mais pourquoi avoir choisi d'y parce revenir que, et d'y faire votre vie? comme je disais plus tôt, je me suis vraiment sentie chez moi. Et puis pendant 2 ans, j'ai fait les allers-retours entre la France et les États-Unis. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Mais vous revenez quand même en France avec plaisir? Oui, Oui. oui, si, si, oui, oui, si, parce que la France est un pays qui est magnifique, parce que j'ai des super amis là-bas, j'ai ma famille, bien sûr, bien sûr. Mais, Mais votre maison aujourd'hui, c'est New York. ah oui, ah oui. Et puis même malgré, bon, j'ai eu des soucis de santé importants cette dernière année, et il a fallu que je retourne en France quelques mois. Et forcément, à un moment donné, je me suis posé la question s'il ne vaudrait pas mieux que je rentre en France pour ma santé. Eh bien non, Me voilà, maintenant. je suis là. Ah bon, on espère en tout cas que votre santé va être bien, bien meilleure et que vous n'aurez plus à faire ces allers-retours obligatoires, que quand vous allez revenir en France, c'est pour le plaisir de voir les anciens amis et la beauté du pays. Alors, sur le plan artistique, j'aimerais revenir sur votre première vente, parce que votre première vente américaine, je crois qu'elle a été extrêmement décisive dans votre carrière. Elle a été incroyable. La première vente s'est faite, mais très vite en plus. Je suis arrivé un 5 avril et la vente s'est faite le 6 juin, donc un mois après. Et ça a été une sculpture qui était ma réponse au penseur de Rodin. Et elle a été vendue aux enchères par Christie's Bravo! lors d'un événement organisé au sujet de l'art comme investissement. Et j'avais eu une réunion avec eux dès mon arrivée. Et ils m'avaient demandé, enfin, c'était pas prévu, j'avais réunion avec la banque qui organisait l'événement. Et un des directeurs de Christie's était à la réunion. Il me dit, écoutez, Véronique, j'aimerais bien vendre aux enchères une de vos œuvres. Mais bien sûr, à ce jour-là, je n'en revenais pas. Champagne. Ah oui, oui, j'ai marché pendant 2 heures après le rendez-vous. C'est Juste, marrant, hein? C'est très new-yorkais, ça, finalement. Quand on a une bonne ou même une mauvaise nouvelle, ce besoin de marcher dans la ville. ouais. Ouais, mais parce qu'on se nourrit des énergies Ouais, aux alentours ouais. et c'était incroyable. Et je me souviens aussi que la veille, il m'a appelé en me disant, Véronique, j'aimerais quand même que vous soyez consciente que peut-être qu'on ne va pas la vendre. Peut-être que personne ne sera intéressé par la sculpture. Donc, je veux juste que vous soyez préparés pour pas que vous soyez déçus. Et ben, elle s'est vendue, puis elle s'est très bien vendue. Super. Alors, avant de faire un petit questionnaire de Proust, que j'adore toujours terminer par ça, donc je rappelle que L'Évan Lulu, voilà, ce très très beau livre d'art, est disponible en français et en anglais sur Rencontre des auteurs francophones. Et puis, eh ben, si vous l'achetez ici, eh ben, on le fera dédicacer par Véro Dalla. Voilà. Et puis, je rappelle aussi que vous retrouverez pour les New-Yorkais Véro Dalla le 30 novembre et le 1er décembre, deux événements que nous organisons à New York. On aura le plaisir de la voir et j'espère, vous les New-Yorkais, que vous viendrez nombreux rencontrer tous les auteurs. Ce sera des moments de convivialité, de littérature et d'art tout à fait fantastiques. Alors, pour terminer mon petit questionnaire de Proust que j'adore, un lieu à New York qui est le vôtre, Un lieu à New York, ça peut être un quartier West Village. West Village. Un café, une bibliothèque, un lieu où vous aimez vous poser pour refaire le monde. Pas un lieu particulier, c'est vraiment marché dans la ville. C'est incroyable. Alors, un artiste qui est important pour vous, vivant ou mort d'ailleurs, Giacometti. et une exposition qui vous a marqué dans votre vie. Une exposition qui m'a marqué. Ou pas. Art Basel, bah,
Le truc, c'est que comme je vois beaucoup d'art tout le temps, voilà. Art Basel Miami l'an dernier. C'était l'an dernier? Non, c'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 ans, il n'y avait pas eu Art Basel l'an dernier. Ouais. Déjà, oui, il y a 2 ans. J'avais rencontré des artistes incroyables. Donc oui, Art Basel 2019. Un vin, puisque vous venez du monde du vin, de la région du vin. Corton Charlemagne, sans hésitation. Parfait. Et un plat? Un plat régional ou un plat exotique? Oh, alors ça, c'est un petit clin d'œil à ma famille. Des grenadins de veau aux truffes. Ça donne envie. Je vais en faire bientôt pour des amis, là, d'ailleurs. Ah, magnifique. Ils ont de la chance. Puisqu'on parle de la famille, un lieu chez vous en Bourgogne, puisqu'on a parlé d'un lieu à New York. En Bourgogne? Non. À l'île d'Oléron, oui. À l'île d'Oléron, oui. Ouais. Un livre de chevet, est-ce qu'il y a un livre que vous pouvez relire, que vous offrez, qui est un livre qui est important pour vous? De fiction ou pas, hein? Non, parce que je trouve que les lectures, c'est super personnel. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un joker dans cette émission. Non, mais je les garde. En plus, je fais des annotations. Je m'approprie le livre. Donc, je connais. Je suis incapable. Je peux racheter un livre 10 fois pour l'offrir 10 fois, mais je suis incapable parfois de prêter parce que j'ai peur qu'on ne me le rende pas. Non, c'est fait. Oui, mais je mets toujours des annotations, des petits trucs. Alors, justement, est-ce qu'il y a un livre que vous lisez en ce moment sur votre table de chevet? Il y a un livre? Oui, mais je ne me souviens plus du titre. Alors ça, je suis terrible avec les titres. Alors, c'est pas grave, vous nous mettrez oui, sous la rediffusion d'interview. En l'occurrence, c'est une de vos auteurs. C'est Joyce. Je vous enverrai ça. Nous avons Jocelyne qui nous écoute ce soir et que nous allons saluer. Voilà. Jocelyne. Quelle est votre prochaine mission sur Terre? Est-ce que c'est de continuer Live and Lulu ou est-ce qu'il y a autre chose en plus dans un coin de la tête? Non, c'est vraiment les Live and Lulu. Et je suis au début de la genèse d'un gros projet virtuel qui, là, devrait donner toute la dimension Live and Lulu, et ça sera une plateforme où les valeurs de vie des Live and Lulu seront développées, transmises. Ouais. On a bien hâte de connaître les dessous de tout ça et de voir ce que ça va donner. On va terminer par un message. Il y a beaucoup de messages à délivrer chez vous, je sais, Vero Dalla. S'il y en avait un à délivrer ce soir en conclusion. L'intégration à 100%. C'est-à-dire que quel que soit, on ne juge pas les gens sur leur genre, leur race, leur couleur, enfin whatever, leur religion, ça n'a pas de sens. On les juge en tant qu'êtres humains sur leur qualité humaine et ce qu'ils apportent dans la société, comment ils sont avec leurs prochains. Et ça, je suis très inquiète parce que tout ce qu'on voit en ce moment, ça, pour moi, ça ne va pas dans la bonne direction. Donc, je suis assez inquiète de ça. Et je vais vraiment me focaliser là-dessus. Espérons qu'on ait un sursaut et puis espérons que le monde écoute Live and Lulu parce qu'il a plein de messages positifs à donner justement dans ce sens-là. Merci d'avoir été là, c'était un plaisir de vous entendre, de vous écouter. Cette interview sera disponible dans quelques heures sur YouTube. Vous pourrez la réécouter à loisir. Elle sera aussi diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux de Rencontre des auteurs francophones. Je vous rappelle en quelques mots que Rencontre des auteurs francophones, aujourd'hui, c'est 190 auteurs de 25 pays du monde. C'est une émission, c'est un blog quasiment quotidien avec plus de 30 auteurs qui y participent. Ce sont des événements puisqu'on se retrouve à Miami en fin de semaine et puis on se retrouve à New York fin novembre pour de très très beaux événements. Et puis c'est aussi la librairie. Et dans la librairie, il y a Live and Lulu. Voilà, on a tout dit. Merci beaucoup Vero Dalla. Au plaisir de se revoir en tout cas au plus tard fin novembre pour ces deux événements. Exactement. Merci beaucoup à vous, Sandrine. C'est super. Et puis, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci, plaisir partagé. Au revoir. Au revoir à tous.